Vous savez, chaque roche, absolument chaque roche, a une histoire à raconter. Un passé mouvementé, fait de feu, de pression et de temps qui s'écoule. Et aujourd'hui, on va apprendre à déchiffrer ce langage caché, à lire ces histoires qui sont gravées dans la pierre. Alors, pour commencer, regardons cette roche de plus près. À première vue, elle a l'air assez ordinaire, non? Juste des motifs, des couleurs. Mais pour un géologue, ça, c'est une archive. C'est le témoin silencieux des forces colossales qui ont sculpté notre planète. C'est exactement la question qui va nous guider. On va se transformer en détective du temps profond et notre mission, ça va être de faire parler cette pierre pour qu'elle nous livre les secrets qu'elle garde depuis des millions d'années. Et alors, comment on fait pour la lire, cette histoire? Eh bien, il faut regarder de très très près. Ce qu'on découvre là, c'est un univers entier caché à l'intérieur de la roche. Un univers qui n'est révélé que par un microscope très spécial. Ses couleurs explosives, ses formes géométriques parfaites, ce sont les indices qu'on va apprendre à interpréter ensemble. Pour lire une histoire, logiquement, il faut d'abord apprendre l'alphabet. Eh bien, en géologie, c'est pareil. Et cet alphabet, ce sont les minéraux. Notre outil d'enquête numéro 1, c'est le microscope polarisant. C'est lui qui nous permet de passer d'une pierre qui semble grise et banale à ce spectacle de couleurs qu'on vient de voir. Il ne se contente pas de zoomer. Non, il manipule la lumière pour nous révéler l'identité et l'histoire de chaque petit cristal. Mais attention, avant même de regarder dans le microscope, il y a tout un travail, un vrai travail d'artisan. Il faut préparer ce qu'on appelle une lame mince. On coupe une tranche de roche, on la colle, puis on la ponce, jusqu'à ce qu'elle fasse à peine 30 micromètres. C'est plus fin qu'un cheveu. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient transparente et qu'on peut enfin voir à travers. Voilà, une fois qu'on a notre lame, on peut enfin commencer à identifier les lettres de notre alphabet, les minéraux. Un minéral, c'est la brique de base. Le quartz, le feldspath, chacun a sa propre carte d'identité chimique, sa structure bien à lui, et c'est ça qui va déterminer son apparence et ses couleurs sous le microscope. Ce qui est génial avec ce microscope, c'est qu'il nous donne une sorte de double vision. D'abord, en lumière normale, on voit la forme du minéral, sa vraie couleur. Mais c'est quand on croise les filtres polarisants que la magie opère. Chaque minéral s'allume avec des couleurs d'interférence qui lui sont propres. C'est sa signature, impossible de se tromper. Et donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est que ces minéraux ne sont pas juste là pour faire joli. Leur type, leur taille, la façon dont ils s'imbriquent les uns dans les autres, tout ça, ça forme les mots et les phrases d'un texte. Un texte qui nous raconte comment la roche est née et tout ce qu'elle a vécu. Maintenant qu'on a l'alphabet, on va apprendre à lire ces histoires. Maintenant qu'on a l'alphabet, passons un peu à la grammaire. On va voir comment ces mots s'assemblent pour nous raconter une histoire. En commençant par les roches qui sont nées du feu, les roches magmatiques. Alors, un des premiers indices, et un des plus importants dans une roche magmatique, c'est la taille des cristaux. Et en fait, la logique est super simple. Si le magma a refroidi lentement, en profondeur, les cristaux ont tout le temps de grandir, de devenir bien gros. Par contre, si la lave est crachée par un volcan, elle refroidit d'un coup. Les cristaux restent alors tout petits, voire n'ont même pas le temps de se former. Et ça donne des textures qui, pour un géologue, sont de vrais livres ouverts. Une texture porphyrique, par exemple, avec ces gros cristaux qui flottent au milieu de petits, ça nous raconte un voyage en deux temps. D'abord lent sous terre, puis brutal en surface. À l'opposé, une texture pegmatitique, avec ces cristaux géants, nous parle d'un très très long séjour au chaud, à des kilomètres sous nos pieds. Mais attention, la vitesse de refroidissement, ça ne fait pas tout bien sûr. La recette de base du magma est tout aussi cruciale. Un magma plutôt pauvre en silice va donner des minéraux sombres comme l'olivine et on aura un gabbro. Un magma blindé de silice, lui, va cristalliser du quartz et des feldspaths pour former un granit. Deux recettes, deux roches, deux histoires totalement différentes. Allez, on change de registre, on change de type de livre, on laisse les roches nées du feu pour s'intéresser aux roches sédimentaires. Elles, ce sont les archives patientes des mondes qui ont existé à la surface de la Terre. Ce qui saute aux yeux avec ces roches, évidemment, ce sont les couches, la stratification. Chaque strate, c'est une page du grand livre de l'histoire de la Terre. C'est un enregistrement de ce qu'il y avait là à un moment donné. Un désert, le fond d'un lac, un récif corallien. Et au milieu de ces pages d'histoire, on trouve parfois de vrais trésors, les fossiles. Et là, c'est encore plus fort. Il ne s'agit pas de quelques fossiles perdus dans la roche. La roche est une accumulation de fossiles. C'est un instantané parfait d'un ancien fond marin qui pullulait de vie. Parce que oui, les fossiles, ça parle. Énormément même. Ils nous disent si on était dans la mer ou dans un lac. Si les coquilles sont brisées, c'est qu'il y avait des vagues puissantes. Si elles sont intactes, c'est que l'eau était calme. Ils nous donnent l'âge de la roche et nous offrent un aperçu direct des climats et des écosystèmes du passé.
Tiens, prenons un exemple très concret pour bien comprendre. Voici un bout de calcaire qui vient de la vallée de l'Yonne. On y voit clairement des morceaux de coraux. C'est un premier indice. Et il fait partie d'une enquête plus large, menée avec d'autres échantillons de la même région. Et regardez les résultats, c'est incroyable. En assemblant tous les indices de chaque échantillon, les géologues ont réussi à reconstituer tout le paysage de l'époque. On arrive à voir littéralement ce récif corallien qui existait là, en Bourgogne, il y a plus de 150 millions d'années, avec son lagon, sa barrière, tout y est. Bon, il nous reste un dernier grand chapitre à explorer. Celui des roches qui ont subi une transformation radicale. Ce sont les roches métamorphiques. Des roches qui ont été littéralement recuites, pressées et déformées dans les profondeurs de la Terre. Regardez-moi cette roche. C'est une migmatite. Son histoire est celle de conditions absolument extrêmes. À l'origine, c'était une autre roche, mais elle a été enfouie si profondément, soumise à des chaleurs et des pressions si folles qu'elle a commencé à fondre. Les parties claires, c'est la partie qui a fondu. Les parties sombres, c'est ce qui a résisté. C'est une roche qui renaît de ses cendres en quelque sorte. Et le plus fou, c'est que parfois on trouve plusieurs de ces grandes histoires, empilées les unes sur les autres au même endroit. Comme sur cette falaise. En bas, on a des roches toutes plissées, déformées. C'est l'histoire d'une vieille chaîne de montagnes. Et au-dessus, bien à plat, des roches sédimentaires, l'histoire d'une mer tranquille. Entre les deux, il y a un vide, un trou de millions d'années dans le récit. Alors, on peut reconstituer toute cette saga en 3 grands actes. Acte 1, des continents se percutent. Ça crée une immense chaîne de montagnes qui plisse et transforme les roches. Acte 2, le temps passe, des millions d'années, et l'érosion rase complètement ces montagnes jusqu'à la racine. Acte 3, la mer revient et dépose tranquillement de nouvelles couches bien horizontales sur les ruines de l'ancien monde. C'est toute l'histoire de la Terre résumée en une seule image. Et voilà. Au final, chaque simple caillou, chaque falaise, c'est une bibliothèque qui attend d'être lue. Une fois qu'on a appris l'alphabet et la grammaire des roches, le monde autour de nous se met à raconter des histoires absolument extraordinaires. La question n'est plus de savoir si les pierres peuvent parler, mais si on prend le temps, nous, de les écouter.